Bonjour à toutes et tous, c'est le 10e épisode de notre format sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors, je vais tout d'abord revenir bien sûr sur la colère des agriculteurs qui s'est exprimée dans tout le pays et surtout sur l'ineptie des réponses apportées par le gouvernement. Alors déjà, bien sûr, il faut rappeler que ce qu'on a entendu majoritairement dans tous les coins de France où les agriculteurs se sont mobilisés, c'est à quel point en fait ils demandent tout simplement à vivre de leur travail. C'est leur première revendication. Il faut rappeler que 20% des agriculteurs dans notre pays vivent sous le seuil de pauvreté, qu'il y a un suicide parmi les agriculteurs tous les 2 jours. C'est absolument colossal, c'est insupportable. Ils exercent un métier essentiel qui s'exerce tous les jours de l'année, c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances, ils ne comptent pas leurs heures et tout ça c'est pour nous nourrir et pourtant ils n'arrivent pas à en vivre. Il y a plusieurs causes à cela, mais il y en a une par exemple qui est visible dans la question des prix rémunérateurs. De quoi je parle? En fait, si on regarde ce qui s'est passé tout récemment, là depuis 2 ans, eh bien, vous savez que quand vous achetez des produits alimentaires en supermarché ou ailleurs, vous payez de plus en plus cher. C'est dû à l'inflation. Il y a à peu près plus de 20% d'inflation sur les prix des produits alimentaires. Sauf qu'en fait, derrière, sur les prix reversés aux agriculteurs, ça a été une baisse de 10%. Et au milieu, il y en a forcément qui se font de l'argent. Et en l'occurrence, eh bien, les taux de marge de l'industrie agroalimentaire, eux, ils ont augmenté de plus de 70%. Donc on voit bien qu'il y a un énorme problème et c'est pour ça que nous, lors de notre niche parlementaire qui était en novembre dernier, nous avions porté une proposition de loi pour à la fois la garantie de prix plancher, donc rémunérateur pour les agriculteurs, et puis aussi pour bloquer, bien sûr, à la baisse, les marges justement de l'agro-industrie et de la grande distribution. Cette proposition de loi, elle aurait pu passer, elle aurait pu être soutenue par tout le monde, mais non, évidemment, les macronistes étaient contre et elle n'est pas passée à 6 voix. Nous avons d'ailleurs remis sur la table cette proposition de loi pour rappeler que ce serait la mesure de bon sens à prendre pour soutenir le travail des agriculteurs. L'autre gros problème, c'est bien sûr les accords de libre-échange. Alors, vous avez peut-être entendu que le gouvernement fait mine de reculer sur l'accord à Mercosur, c'est celui avec les pays d'Amérique latine, mais bien sûr, tout ça, c'est des faux semblants, parce que peut-être qu'ils vont essayer de négocier un ou deux trucs à la marge, mais de toute façon, ils ne remettent absolument pas en cause le principe de fond de ces accords de libre-échange. Et la preuve, c'est qu'on vient de ratifier en France donc l'accord avec la Nouvelle-Zélande il y a très peu de temps, et au même moment que les agriculteurs se mobilisaient dans toute la France, les eurodéputés macronistes votaient pour les accords de libre-échange au Parlement européen avec le Kenya et avec le Chili. Et en fait, c'est le même problème derrière tous ces accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire venir massivement des produits qu'on peut donc produire, qu'on sait produire en France, mais qui sont produits beaucoup moins chers, notamment parce que les salaires, par exemple, ils sont beaucoup plus bas, mais aussi parce que les normes environnementales ne sont pas les mêmes. Il y a des produits, par exemple, qui peuvent être utilisés alors qu'ils sont interdits en France, etc. Donc ça veut dire faire venir, donc pour la Nouvelle-Zélande, c'est 20 000 km, des produits qui vont être de la concurrence déloyale à strictement parler pour nos agriculteurs en France. Et donc là, bien sûr, aucun bouger de la part du gouvernement. La seule réponse donc, qui a été faite notamment par Gabriel Attal, en fait, elle est catastrophique. Ça a été de répondre en fait à la demande principale de la FNSEA, dont on voit bien d'ailleurs que finalement, elle ne soutient pas réellement les agriculteurs dans leur ensemble, mais bien plutôt les très gros, ceux qui sont, on va dire, qui sont vraiment représentatifs du modèle agricole, agro-industriel contre lequel nous, on se bat. Parce qu'il détruit la planète, parce qu'il ne permet pas donc en plus aux agriculteurs de vivre comme on vient de le voir. Et donc la seule demande qui a été satisfaite, c'est celle de revenir sur les normes environnementales, en l'occurrence de reculer sur le plan éco-phyto. Le plan éco-phyto, c'est celui qui devait permettre de réduire de 50% la quantité de pesticides utilisés en France à horizon 2030. Et ça, c'est une très très mauvaise nouvelle, parce qu'en réalité, les premières victimes de ces produits-là, qui sont évidemment toxiques, ce sont les agriculteurs. Là, il y a des études scientifiques, notamment une qui court sur plus de 10 ans, qui le prouve sans aucune ambiguïté. Il y a une prévalence de certains cancers, notamment de cancer du sang, chez les agriculteurs qui utilisent ce type de produit. Mais bien sûr, c'est une question derrière de santé publique, puisque ça touche tous les consommateurs ou ceux qui vivent à proximité d'exploitations qui utilisent ces produits. Il y a une question de pollution des eaux, de pollution des sols. Et puis, on sait aussi que c'est un rôle important
très important, même dans l'effondrement de la biodiversité en cours. L'année dernière, par exemple, on avait appris qu'on avait perdu sur 40 ans 25% des populations d'oiseaux en Europe, et que la première cause, c'était justement l'utilisation massive des pesticides. Voilà, donc très mauvaise nouvelle et qui ne répond absolument pas à la crise en cours. D'ailleurs, je rappelle qu'au départ, les mobilisations des agriculteurs ne sont pas parties des syndicats et que, en l'occurrence, même après les annonces gouvernementales, il y avait par exemple le syndicat de la coordination rurale et de la confédération paysanne qui, eux, disaient que c'était absolument pas satisfaisant et que ça ne répondait pas justement à leur revendication principale, qui est celle de vivre de leur métier, mais aussi d'aller vers une agriculture qui soit plus respectueuse du vivant et de la santé de toutes et tous. Vous avez peut-être entendu aussi que les pêcheurs étaient mobilisés, en l'occurrence contre la fermeture de la pêche pendant 1 mois dans le golfe de Gascogne. De quoi s'agit-il ? Alors, en réalité, il s'agit d'une mesure pour préserver les cétacés, parce qu'il faut savoir que tous les ans, sur les côtes françaises, il y a environ 10 000 cétacés, des dauphins notamment, qui sont pris accidentellement lors d'exercices de pêche, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans les filets, ils sont pris par les engins de pêche, ils en meurent, et c'est une catastrophe pour la préservation de ces espèces. La situation est devenue tellement catastrophique en fait que si l'État a pris là cette décision, c'est parce que le Conseil d'État l'y a obligé. C'était en mars dernier. Il a demandé, face à la menace très forte donc sur les cétacés, que l'État prenne une mesure de protection. Cette mesure, elle peut paraître drastique, c'est-à-dire que là l'État a demandé à ce que 500 bateaux ne puissent plus pêcher dans le golfe de Gascogne pendant 1 mois, donc du 22 janvier au 20 février. Mais en réalité, elle est plutôt minimaliste par rapport à ce que préconisent les scientifiques, qui eux pensent que si on veut vraiment permettre aux espèces d'être préservées, de se régénérer, il faudrait interdire la pêche donc dans le golfe de Gascogne pendant 3 mois en été et 1 mois en hiver. Bon, là, c'est déjà une mesure qui va permettre un peu de répit pour les cétacés, qui va permettre aussi aux scientifiques de voir l'effet de cette mesure. Mais en réalité, donc, vous l'avez compris, elle n'est pas satisfaisante, et puis elle n'est pas satisfaisante non plus pour les pêcheurs qui, eux, veulent, parce que bien sûr, ils sont indemnisés, mais eux, ils voudraient vivre de leur travail et pas être indemnisés pour rester à quai. Donc, en réalité, si on veut être sérieux vis-à-vis de ce problème, ce que préconisent toutes les associations de protection de l'océan, de la biodiversité marine, c'est qu'on mette au plus vite tout le monde autour de la table, à savoir les scientifiques, les ONG, les associations de protection donc de la nature, les pêcheurs et les autorités publiques pour essayer de trouver des solutions pérennes, parce que là on est vraiment face à une menace directe pour la biodiversité. Et encore une fois, si on en arrive là aujourd'hui, il faut comprendre que c'est parce que l'État n'a absolument pas agi tant qu'il en était encore temps et qu'il a laissé traîner cette situation, et voilà donc où on en est aujourd'hui. Et pour finir, retour sur le front de la lutte contre l'A69. Vous avez peut-être vu, l'A69, vous savez, c'est l'autoroute Toulouse-Castres. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Projet complètement inutile, anachronique, injuste socialement et catastrophique d'un point de vue écologique, de destruction du vivant, etc. Bref, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Ça s'est tenu hier, mercredi 7 février. En fait, ce débat, il faisait suite à une pétition qui a été lancée notamment par La Voix est libre, donc le collectif d'opposants au projet qui s'organise depuis longtemps donc, contre cette autoroute. Et en fait, cette pétition, elle a recueilli plus de 50 000 signatures et elle a permis donc la tenue d'un débat au sein de la commission du développement durable, donc dans laquelle je siège, et donc qui a eu lieu hier. Bon, en fait, ce débat, dans ce genre de pétition, c'est assez nouveau en fait ce système. Il y en a très peu qui ont été discutés à l'Assemblée nationale, et en fait, ça donne pas vraiment lieu à une quelconque prise de décision, si ce n'est la publication de la pétition et du rapport, enfin c'est-à-dire du retracé des discours, des débats, des propos qui ont été tenus pendant ce débat-là. Mais néanmoins, déjà ça a permis de reparler du sujet, ça a permis de le faire dans un cadre parlementaire, puisque c'était dans la commission du développement durable, et ça a permis donc à tous les groupes politiques de rappeler leur position, ou de donner leur position sur le projet. Donc évidemment, nous, notamment avec ma collègue Karen Hérodi, députée du Tarn, qui était là aussi, nous avons défendu l'abandon de ce projet. C'était effectivement la position soutenue aussi par les Verts, mais aussi par le groupe GDR. Les macronistes et les autres donc, persistent dans le soutien à ce projet. Mais l'autre chose qui était intéressante, c'était que pour préparer en fait ce débat, il y a des auditions qui ont été organisées
organisé par la rapporteure. Et ça a permis quand même de mettre, en tout cas à mon sens, de nouveaux éléments sur la table, en tout cas des éléments qui étaient moins bien connus. Je vous en donne deux qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est la question agricole, justement, en pleine crise, justement, colère des agriculteurs. Et ben, en fait, ce qui nous a été rapporté par les agriculteurs, notamment la Confédération paysanne, c'est que, alors non seulement, en fait, il y a plus de 300 hectares de terres qui sont artificialisés dans le cadre de la construction de cette autoroute, mais en plus, en fait, on s'aperçoit que l'activité agricole, elle n'a pas du tout été pensée. C'est-à-dire que les promoteurs de ce projet n'ont que le mot de désenclavement à la bouche. J'arrête pas de dire que c'est le seul moyen pour désenclaver le territoire, notamment ce territoire rural. Or, on s'aperçoit que, enfin en tout cas c'est ce que disent les agriculteurs, que l'activité agricole elle-même, donc en pleine ruralité, elle va être enclavée par cette autoroute. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a plein d'expropriations déjà, donc des gens qui vont se retrouver avec des terres complètement démembrées, séparées donc par l'autoroute, avec un autre bout de terre qui va leur être donc proposé en compensation, mais beaucoup plus loin, avec du coup des fois le travail de toute une vie à refaire, parce que par exemple, il y a un agriculteur qui nous disait, les sols par exemple où j'ai stocké du carbone pendant près de 10 ans, c'est tout à refaire s'il faut recommencer ailleurs. Il y a aussi la question des transports, parce que ce qu'il nous disait, c'est que beaucoup de leurs transporteurs n'allaient pas passer en réalité par l'autoroute, parce qu'elle serait beaucoup trop chère. Hein. Souvenez-vous, là on en est à 20 € l'aller-retour dans les prévisions. Bref, et que du coup ils allaient passer au contraire par les petites routes, dans les ronds-points, etc., etc. Ça va être plus compliqué aussi pour circuler avec leurs engins. Enfin bref, on s'aperçoit que leur activité, l'activité agricole, n'a pas du tout été prise en compte dans ce projet, ce qui est quand même catastrophique en termes d'aménagement du territoire, parce que normalement on doit penser à l'activité économique et donc à l'activité agricole. Encore une fois, en pleine crise, des agriculteurs qui nous disent à quel point ils n'arrivent pas à vivre de leur métier, et en plus donc sur des terres extrêmement fertiles qu'on sacrifie là. Et dans le cadre d'une crise de la souveraineté alimentaire, enfin en tout cas le gouvernement ne cesse de dire qu'il faut protéger notre souveraineté alimentaire, etc. Bon là on voit qu'on fait l'inverse, et que finalement la seule chose qui a été prise en compte, c'est une forme c'est même pas des enclavements économiques, parce que c'est tout à fait contestable d'après les sociologues, mais en tout cas, on voit bien que c'était des intérêts économiques privés qui ont été pris en compte uniquement dans le cadre de ce projet. Ça, c'était la première chose. L'autre chose qui m'a choquée, c'est en fait sur la question des compensations du projet. Il faut savoir que, en fait, compensation, ça vient de ce qu'on appelle le dispositif ERC, c'est éviter, réduire, compenser. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand vous faites un projet qui va détruire, donc que ce soit des espèces protégées, des zones, etc., des habitats, etc., il faut soit éviter donc le projet, ou en tout cas éviter les mesures qui vont donc détruire. Si on n'y arrive pas, il faut réduire au maximum donc les nuisances, et si là ça encore c'est pas possible, eh bien en fait on compense les destructions. Mais en réalité normalement, si on ne peut pas vraiment compenser de manière satisfaisante, on ne fait pas le projet. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'en termes de compensation, c'est la cata. Vous vous souvenez peut-être, on en a déjà parlé, qu'il y avait la question de la compensation des arbres, parce qu'il y a quantité d'arbres centenaires qui sont abattus dans le cadre de ce projet. C'est beaucoup de militants justement s'étaient engagés pour essayer d'empêcher leur destruction, qui sont évidemment des réserves de biodiversité, etc., etc., et qu'on prétend remplacer par la plantation d'arbustes. Alors que déjà, il y en a plein qui vont mourir très rapidement, on le sait, ça aussi c'est prouvé. Mais en plus de ça, vous comprenez bien que ça n'a pas du tout le même intérêt en termes d'écosystème, en termes de préservation de la biodiversité, et même en termes de captation du carbone. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça, c'était la première chose. Mais ce que j'ai appris là dans le cadre de ces auditions, c'est que c'est tout aussi catastrophique pour la question des zones humides, parce qu'il faut savoir qu'il y a des zones humides donc, qui vont être détruites par ce projet. Et là, en fait, on s'aperçoit que non seulement, en fait, pour ce qui est des études de ces zones humides pour le projet, il y a seulement un quart du protocole prévu qui a été appliqué, et qu'en plus de ça, ils sont partis d'un postulat erroné quant à l'origine des zones humides. Autrement dit, au final, sur 55 hectares donc soi-disant de compensation donc de zones humides, en fait, il n'y en a que 11 qui sont potentiellement restaurables, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, comme ils ne sont pas partis de la bonne analyse de départ, en fait, ça ne marchera pas. Donc là, la compensation des zones humides, 0, alors qu'on est sur une zone, il faut quand même le rappeler, la région du Tarn, la région toulousaine, etc., c'est une zone où on nous promet le climat de l'Andalousie d'ici quelques années. Donc c'est un vrai enjeu de préserver les zones humides, et là, on passe complètement à côté. Voilà, donc ça c'était pour moi deux choses très importantes. Et finalement, ce qui me frappe d'une manière générale dans ce dossier, c'est à quel point, en fait, le gouvernement, la région, les pouvoirs publics passent en force sur un projet pour lequel il n'a été fait aucune étude sérieuse d'alternative. Alors,
qu'on est sur un projet extrêmement destructeur, vous l'avez compris, et qui n'est plus à la hauteur des enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Vous le savez peut-être, mais des élus locaux, il y a déjà 10 ans, qui avaient financé une étude justement pour un réaménagement de la route nationale 126. C'est la route qui est littéralement doublée par l'autoroute. Je rappelle, c'est pour ça que j'appuie sur l'absurdité de ce projet, c'est qu'il double littéralement une route nationale qui existe et qu'on aurait pu donc réaménager. Cette étude a été complètement balayée. L'année dernière, il y a déjà le collectif La Voie est libre, avec des urbanistes, avec des scientifiques, etc., qui ont fait un projet super intéressant d'aménagement du territoire alternatif qui a été proposé, projet évidemment éminemment écologique, et celui-là aussi, il a été complètement balayé. Et là, tout récemment, on a appris, grâce à un docteur en écologie et un expert ferroviaire, que les assertions permanentes de Madame Carole Delga, comme quoi une alternative ferroviaire n'était pas possible parce qu'elle coûterait beaucoup trop cher, à savoir plus d'1 milliard, et bien en fait c'était du pipeau, parce qu'eux ils ont repris les chiffres, ils ont recalculé, et eux ils arrivent à des chiffres bien moindres. Ils pensent qu'une alternative ferroviaire est tout à fait possible aux alentours de 100 millions d'euros. Donc ça veut dire quoi? Que l'alternative ferroviaire, elle n'a pas été étudiée sérieusement là non plus. Donc ça c'est absolument insupportable, je pense, d'un point de vue démocratique, de la façon dont on gère ce type de projet aujourd'hui, dans le cadre en plus du changement climatique et de la mobilisation par exemple de quantité, plus de 2000 scientifiques, souvenez-vous, qui s'étaient prononcés contre ce projet et pour son abandon immédiat avant que les dégâts soient faits. Voilà, vous le savez peut-être, il va y avoir une commission d'enquête qui va bientôt démarrer à l'initiative des écologistes, qui permettra peut-être aussi de voir plus clair sur certains points de ce dossier. Et puis, il y a un gros week-end de mobilisation ce week-end, parce que les opposants continuent à dire qu'il faut arrêter ce projet. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a toujours un jugement sur le fond qui n'a pas été rendu par la justice. Et juste pour donner un petit parallèle, souvenez-vous, l'année dernière, il y a le tribunal administratif de Poitiers qui a fini par annuler 15 projets de méga-bassines, justement parce qu'il les jugeait complètement inadaptés au changement climatique en cours. Donc si ça se trouve, le recours sur le fond va donner raison aussi aux opposants. C'est très probable, vu les arguments scientifiques, en tout cas qu'on a sous la main. Enfin, en tout cas, j'espère que ce jugement ira dans ce sens. Mais en tous les cas, pour l'instant, il n'a pas été rendu. À minima, on devrait l'attendre. Bref, mobilisation ce week-end. Donc du côté de Castres à la Crémarbre, ce sera samedi et dimanche. J'y serai, bien sûr, ma collègue Karen Hérodi aussi. N'hésitez pas à vous mobiliser, à aller les soutenir. Et je précise que dimanche, il y a également une mobilisation à Bordeaux contre les nouveaux puits de pétrole qui sont prévus. Il y en a 8 qui sont prévus du côté de la Thèse de Buche, c'est dans le bassin d'Arcachon. Et là, on veut creuser 8 nouveaux puits de pétrole, alors que Emmanuel Macron, à la COP28, essayait de nous faire croire qu'on allait sortir des énergies fossiles, tout ça. Bref, un projet complètement insupportable dans le contexte actuel. Mon collègue, évidemment, Loïc Prodion, il sera. Là aussi, si vous êtes dans la région de Bordeaux, n'hésitez pas à les soutenir. Et si vous voulez en savoir plus sur ce projet, je vous en parlais dans l'épisode numéro 7. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.